Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. Ligne droite. Le grand réveil. Et tout de suite, pour ce grand réveil, donc, vous retrouvez Adèle Rosner et son invité Nicolas Tardy-Joubert. Bonjour Adèle. Bonjour Liselotte, bonjour à tous. La parole. Merci. Eh bien, nous sommes donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, avec Nicolas Tardy-Joubert, qui est le président de la Marche pour la vie. Bonjour monsieur. Bonjour Adèle, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous. Alors la marche pour la vie annuelle a lieu donc ce dimanche 19 janvier à Paris. Comme d'habitude, chers auditeurs, eh bien si vous y êtes les bienvenus. Vous êtes attendus nombreux, plus nombreux encore que les années précédentes. Cette marche pour la vie est un peu spéciale parce que nous célébrons cette année donc les 50 ans de lutte pro-vie, mais donc aussi forcément lié avec il y a 50 ans, en 1975, donc la promulgation de la loi de Simone Veil. Alors pour parler de tout cela, comme je l'ai dit, nous sommes avec Nicolas Tardy-Joubert. Avant de revenir de manière très concrète sur le déroulé peut-être de la marche pour la vie, on pourra en parler à la fin de l'émission. J'aimerais que nous fassions un petit bilan de ces 50 ans de combat pro-vie, un tour d'horizon peut-être de vos projets, de vos objectifs avec la Marche pour la vie. Est-ce que tout d'abord vous pouvez revenir brièvement sur qu'est-ce que la Marche pour la vie très concrètement ? Alors la Marche pour la vie, c'est finalement un collectif d'associations qui descend dans la rue tous les ans pour témoigner qu'il y a une pensée alternative à la culture de mort qui règne sur notre pays. J'ai l'habitude de dire que nous sommes l'aile marchande de plusieurs associations qui ont leur charisme propre et donc nous permettons aux personnes, aux Français, de venir à Paris. Il y a aussi une marche à Lyon avec une organisation indépendante, mais que nous soutenons, et de venir à Paris une fois par an au moment de la promulgation, de l'anniversaire de la promulgation de la loi Veil. Parce qu'effectivement, on aurait préféré que ce soit un autre moment qu'au mois de janvier, parce qu'il fait toujours très froid, mais c'est à ce moment-là, c'est le 17 janvier, donc 1975, que cette loi a été promulguée. Mmh. Et donc vous travaillez, comme vous l'avez dit, vous êtes un collectif d'associations. Quelles sont les associations peut-être avec qui vous travaillez, peut-être pas toutes, mais principales ? Alors, les grandes associations avec lesquelles nous travaillons sur un plan national, donc nous avons tout d'abord la Fondation Le Jeune, qui est partie prenante, très importante. Nous travaillons aussi avec les AFC, la Confédération nationale des AFC. Nous avons le soutien de Vita, nous avons Renaissance catholique, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'associations plus ou moins grandes que nous accueillons au village des associations qui se tiendra une nouvelle fois à Place du Trocadéro cette année. Et nous avons une quinzaine d'associations qui sont présentes et qui sont contentes de pouvoir expliquer ce qu'elles font, parce que le but de la Marche pour la vie, c'est évidemment de témoigner, mais c'est aussi permettre aux personnes de s'engager. Mmh. Et cette année, et comme toutes les années précédentes, évidemment, donc vous travaillez pour faire pas reculer, pour aider les femmes qui sont confrontées à l'avortement, c'est le combat pro-vie finalement, mais il y a aussi un sujet qui est très important, celui de l'euthanasie. Et particulièrement cette année, puisque le projet de loi sur la fin de vie devait être voté en juin, ça a été décalé avec tous les changements de gouvernement, la dissolution de l'Assemblée nationale, toutes ces choses-là. Et je crois que le gouvernement prévoit de relancer le débat à l'Assemblée fin janvier, le 27 janvier normalement, me semble-t-il. Finalement, donc, tous ces changements de gouvernement ont servi en quelque sorte la Marche pour la vie et votre combat. Mais qu'est-ce que vous attendez en fait exactement ? Est-ce que vous pensez réellement que ce projet de loi pour la fin de vie a une chance de peut-être ne pas favoriser l'euthanasie ? Alors, on va reparler de la loi Veil, qui est quand même le grand thème de cette année. Effectivement, nous savons qu'il y avait des menaces sur la fin de vie, notamment avec l'euthanasie, le suicide assisté, et dont on parle maintenant, enfin la façon dont
ses partisans à l'avance, c'est l'aide médicale à mourir. Mm. Pour moi, la corruption des mots précède la corruption des actes. Donc nous savons que le rapport des forces ne nous est pas très favorable au Oui. Parlement avec l'actuelle composition qui existe, parce qu'effectivement, cette tentation de l'euthanasie, du suicide assisté, traverse, je dirais, tous les partis. Mm. Donc, le gouvernement, en fait, ne se saisira pas de ce projet directement, mais il n'empêchera pas, d'après ce que j'ai compris de ce que disait François Bayrou, une discussion à l'Assemblée nationale. Donc, il y a des propositions de loi, notamment portées par des partisans de la DMD, donc Olivier Falorni, Mhm. qui est paradoxalement membre du MoDem, Oui. qui était initialement un courant démocrate chrétien, donc, qui a trahi complètement sur ce thème, et qui souhaite, dans une niche parlementaire, pouvoir faire étudier ce texte dans les mois à venir. Mm. Donc on ne sait pas très bien ce qui va se passer sur un plan politique, si le gouvernement va tenir ou pas, mais certainement qu'effectivement, il faut rester extrêmement mobilisé, parce que si la question de la souffrance en fin de vie est centrale et légitime, la façon d'y répondre, c'est d'apporter 100% de soins palliatifs et 0% d'euthanasie. Il faut Mm. quand même savoir qu'aujourd'hui, il y a, je crois, 200 000 Français, c'est-à-dire 70% des personnes qui sont éligibles aux soins palliatifs, qui n'y ont pas accès. C'est Oui. ça le grand scandale. Pour quelles raisons est-ce qu'ils n'y ont pas accès? Je pense qu'il y a différentes raisons. D'abord, apparemment, les médecins sont assez peu formés aux soins palliatifs. Mm. Donc ça, c'est un problème de formation fondamentale. Et puis, il y a un problème de budget. Oui. Donc, ce sont des priorités budgétaires qui doivent être définies. Et il faut se souvenir que Jacques Attali disait, il y a une trentaine d'années, que l'euthanasie deviendrait un instrument des sociétés futures. Parce qu'effectivement, on sait que si on laisse vivre les gens, il faut payer des retraites, tout ça coûte cher, etc. Et donc, c'est absolument épouvantable. Donc, ce n'est pas notre notion de solidarité. Et donc, nous sommes tout à fait opposés à ce projet. Et donc, nous invitons tous ceux qui sont opposés comme nous à ce projet à venir à la Marche pour la vie le 19 janvier, après-demain, dans 3 jours, à Paris. Bien sûr. Et donc, comme on va reparler évidemment donc de la loi Veil, qui a été votée il y a 50 ans. Donc, tous les féministes, toutes les associations féministes se réjouissent de ce vote, de cette loi. Concrètement, donc, ces 50 dernières années, évidemment, la Marche pour la vie n'existe pas depuis 50 ans, mais le combat était déjà présent. Quelles actions ont été menées? Quel est le bilan un petit peu que vous pouvez porter de ces 50 années? Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est que depuis 1975, je pense qu'entre 10 et 11 millions d'enfants à naître, donc de bébés, ont été exclus de la société française. Et pour moi, l'IVG est la matrice de l'exclusion. Parce que chacun veut se faire le chantre de l'inclusion pour les personnes en situation de handicap, ce qui est tout à fait légitime, etc. Mais tout le monde oublie les personnes, je parle bien de personnes, en situation de naître, qui sont éliminées, qui sont oubliées, qui sont méprisées. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, pour 1000 naissances, il y a 360 avortements. Donc ça veut dire plus de un quart, 26% des conceptions finissent par un avortement. Donc c'est absolument terrible. Il y a un nouveau record du nombre d'avortements. D'année en année, c'est toujours davantage. Il en faut toujours plus. Comme vous le savez, nous avons constitutionnalisé l'avortement. Mais quand on regarde les choses un petit peu avec du recul, on se dit on a 243 000 avortements en France. Est-ce que c'est normal ou pas? Est-ce que c'est acceptable ou pas? En Allemagne, par exemple, il y a un peu plus de 100 000 avortements. La population allemande, c'est 85 millions d'habitants. En Italie, il y a 65 000 avortements. Nous en avons 243 000. Donc, que fait-on? On serait dans une entreprise, on se dirait, mais on va faire, comme on le dit dans le monde anglo-saxon, un benchmark. On va dire, bon, nos concurrents font mieux, donc que pouvons-nous faire? Mais non, personne ne se pose la question en France. La France est un élève médiocre et il n'y a pas de politique de prévention. Au contraire, c'est toujours plus. Et il faut savoir quand même que les conventions internationales que la France a signées, je pense à la Convention du Caire qui a été signée en 1994, n'est absolument pas appliquée en France. La Convention du Caire demande aux États de mettre en place des politiques de prévention et de faire en sorte que l'avortement ne soit pas considéré comme un moyen de planification familiale.
où a-t-on ces politiques de prévention en France? Les politiques familiales ont été rabotées depuis 2013. On a un effondrement de la natalité. En fait, aujourd'hui, on est à 1,62 enfants par femme. C'est les derniers chiffres de 2024. Il faut savoir que le pic des naissances en 2010, depuis ce pic des naissances, on a perdu 22% de naissances. Et j'écoutais en venant dans le studio, tout le monde parle aujourd'hui des retraites. Oui. Comment va-t-on payer les retraites? Et très prosaïquement, aujourd'hui, on dit qu'il faudrait avoir 2 personnes pour payer les retraites des gens dans le futur. Aujourd'hui, nous sommes à 1,7. Mais il y a un éléphant dans le magasin que personne ne voit. Cet éléphant, c'est que l'avortement existe, qu'il n'y a pas de méthode de prévention et que nous, tous les ans, nous perdons un potentiel, je parle de manière un peu économique, très important, je dirais, de Français qui pourraient naître. Donc il y a un impact économique, il y a un impact démographique, il y a évidemment un impact de santé publique, on pourra dire, parce que c'est un drame et un vrai problème pour les femmes. J'ai quelques exemples à partager avec vous. Et donc, en fait, quand on sait que le désir d'enfant dans la population française est de 2,3, dernières études, enfin voilà à peu près, on est à 1,62. Donc, que fait-on sur le plan politique pour aider les femmes, les familles à élever et à garder leurs enfants? Et depuis 2013, notamment l'arrivée de François Hollande, les politiques ont été rabotées, ça a été désastreux, et c'est la plongée absolument terrifique. Oui, si je peux me permettre, c'est pour donner vraiment des chiffres, c'est 660 000 naissances à peu près en France là pour l'année 2023, et comme vous le disiez, 240 000 avortements, donc c'est un tiers quoi, un tiers des naissances, c'est assez fou. Vous développez aussi avec la Marche pour la vie, là, cette année, 10 propositions, enfin vous les renouvelez chaque année, 10 propositions donc, pour que la protection de la vie humaine devienne une priorité nationale, c'est ce que vous indiquez dans vos documents, dans vos communiqués. Quelles sont ces propositions ? Alors la première des propositions, il y avait un excellent sondage qui avait été fait notamment par Alliance Vita avec l'IFOP en octobre 2020, sur la perception que les Français avaient de l'avortement. Il faut savoir que dans ces questions, 88% des Français souhaitaient mieux comprendre les causes et les conséquences de l'avortement. Donc nous rêverions d'avoir une mission d'enquête parlementaire pour mieux comprendre les causes et les conséquences de l'avortement. Un député ami m'a dit que ça va être très compliqué à obtenir. Et qu'il y ait au moins une enquête faite par les pouvoirs publics pour mieux comprendre, je dirais, les causes. Les causes, on subodore lesquelles elles sont, bien sûr, et les conséquences, on en a, mais il faudrait faire quelque chose de très global pour pouvoir traiter ce sujet de manière appropriée et réduire le drame et l'impact que ça a. Donc ça, c'est le premier objectif pour nous, c'est vraiment de mettre en place une enquête de santé publique pour mieux comprendre tout ça. Parce que si on veut bien traiter le problème, c'est comme pour un médecin. Si vous ne faites pas un bon diagnostic, vous ne pouvez pas avoir de bonne thérapeutique. Voilà. Donc, il faut absolument ça. Et puis, ce que nous demandons, c'est de mettre en place des politiques familiales pour combattre la précarité et accompagner tous les parents pour que l'IVG ne soit jamais un choix réalisé pour des raisons économiques. Parce qu'on le sait, parfois c'est très compliqué. Bon. Or, toutes ces aides ont été rabotées, etc. Et il y a une petite chose symptomatique, emblématique, qui je trouve absolument injuste, et ça fait partie de nos propositions. En fait, il faut savoir que le remboursement des actes liés à l'IVG est de 100%. 100% des frais sont pris en charge, alors qu'au moment de la loi Veil, il n'y avait pas de remboursement, ensuite c'est passé à 70%, 100%. Il faut savoir qu'une femme qui conduit sa maternité à terme, il y a une partie des actes, notamment au début de grossesse, qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale ou limité à 70%. Donc, il y a une injustice, on marche sur la tête, c'est-à-dire complètement, on favorise davantage l'IVG en termes de remboursement qu'une maternité heureuse, donc c'est absolument scandaleux. Bon, et puis il y a un certain nombre de choses, depuis que la loi Veil a été votée et décrétée, tout ce qui avait été mis en place comme, entre guillemets, garde-fou a volé en éclats, et donc on demande, par exemple, il faut quand même on encourage à ce qu'il puisse y avoir, dès la 6e semaine de grossesse, une échographie qui permette d'entendre battre le cœur de fœtus. Alors on dit, mais c'est ignoble. Enfin, Dupond-Moretti disait l'année dernière, au moment de la constitutionnalisation de l'IVG, c'est ignoble, c'est absolument terrible. Enfin, il faut quand même comprendre que les cœurs battent, que c'est un enfant que l'on détruit. Et ce
que nous voulons, c'est rendre l'avortement impensable. Oui. Voilà. Il faut le faire avec beaucoup de compassion, beaucoup de délicatesse, mais on tue un enfant. Et nous n'avons pas peur de dire que l'avortement est la première cause de mortalité de l'espèce humaine dans notre pays. Qui peut prouver le contraire ? Oui, exactement. Et donc, il y a quand même une dénaturation d'une certaine manière de ce qu'était la loi Veil au départ. Alors, bon, la loi Veil n'est pas une bonne loi. Hein, Bien sûr. Voilà. Et il faut rappeler à vos auditeurs ou à nos auditeurs que la loi Veil incluait par exemple aussi l'interruption médicale de grossesse jusqu'à la veille de la naissance pour des enfants handicapés. Oui. Absolument. Mais est-ce que les gens réalisent de quoi il s'agit ? Donc, je pense que voilà. Donc c'est absolument terrible et donc il faut effectivement que il faut réveiller les consciences et changer les cœurs pour qu'il y ait effectivement de nouvelles approches qui soient prises et qu'effectivement nos autorités politiques, nos autorités publiques prennent conscience de tout ça et changent. Et c'est dans les mains des Français. Ce que je dirais à la Marche pour la vie, c'est-à-dire que il n'est pas impossible de changer ça. Il faut que les Français choisissent des bons représentants, des bons députés qui défendent la vie de la conception à la mort naturelle. Il nous reste très peu de temps, mais donc est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement ce qui se passera dimanche, la Marche pour la vie ? C'est rendez-vous à 14h, c'est ça ? Alors, le village des associations ouvre à 13h, donc nous donnons rendez-vous place du Trocadéro. Oui. Et pour la première fois cette année, nous faisons un parcours circulaire. C'est-à-dire qu'en fait, la marche partira, donc le rendez-vous est à 13h au village des associations, la marche débutera à 14h, et nous allons faire un parcours circulaire de l'avenue Mandel, l'avenue Victor Hugo, l'avenue Poincaré, et nous reviendrons à la place du Trocadéro. Voilà, ce qui permet effectivement d'avoir le village des associations au départ et à la fin, donc c'est beaucoup plus stable. Donc nous invitons tous les Français, les Parisiens, les Franciliens à venir à nous retrouver. Nous aurons donc quelques discours au début de la marche, entre 14h à 14h, on va dire. Et puis, à 16h, nous aurons, pendant 1 heure et quart, quelques prises de parole. Nous aurons la joie d'accueillir Philippe de Villiers, qui est le grand témoin de ces années politiques, qui a été ministre, qui connaissait bien Simone Veil aussi, et qui pourra nous parler de ces 50 ans de loi et de combat bioéthique. Et puis, nous aurons aussi Jean-Marie Lemenné. Nous remercierons toutes les associations présentes au village des associations et nous ferons monter quelques-unes d'entre elles sur le podium pour les remercier. Voilà. Et donc, pour ceux qui sont très loin, il y a aussi la possibilité de suivre la marche par l'intermédiaire de notre chaîne YouTube. Exactement. On mettra le lien de votre direct en description de la vidéo. Merci beaucoup Nicolas Tardy-Joubert d'avoir participé à cette émission. On reviendra évidemment sur ce sujet dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. De toute façon, il y a malheureusement toujours une actualité sur l'avortement. Merci beaucoup Adèle.